Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. En Afrique noire en général et au Tchad en particulier, différentes communautés pratiquent déjà bien avant l'arrivée du colonisateur européen une forme rudimentaire de vie parlementaire à travers les conseils des anciens dans les villages ainsi que les grands conseils dans les royaumes et les empires. Le siège de ce parlement était l'arbre à palabres ou la place publique où se réunissaient occasionnellement les hommes pour discuter des affaires importantes relatives à l'avenir du village, de la communauté ou du royaume. Les assemblées de type occidental qui font partie de la modernité politique africaine sont de nos jours un héritage colonial. Au Tchad, l'Assemblée nationale a connu depuis ses débuts une évolution liée à l'histoire politique de son pays. Ainsi, pour parler de l'évolution de l'histoire de l'Assemblée nationale du Tchad de 1946 à nos jours, la tribune de la représentation nationale s'est fait le devoir de recevoir deux invités sur ce plateau. Il s'agit de l'historien Mohamed Saleh Yacoub, vice-président de l'université Adam Barka d'Abéché, et professeur Ahmad Mohamed Hassan, professeur de droit et sciences politiques, ancien ministre de la Justice. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de HCOM Hémicycle, une tribune de la représentation nationale qui discute de tous les sujets relatifs à la vie politique de ce pays dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Nous allons certainement parler un peu de l'évolution de l'Assemblée nationale, comment l'Assemblée nationale a évolué de 1946 à nos jours. Professeur Ahmad, la vie politique a commencé au Tchad en 1946 sur la base de la démocratie parlementaire. Les premières élections étaient destinées à désigner les représentants du peuple dans différentes institutions parlementaires. Dites-nous comment ont été organisées ces élections à l'époque en 1946. Vous avez bien situé en rappelant le mécanisme traditionnel et coutumier de nos sociétés. De nos sociétés dans leur diversité culturelle, ethnique et confessionnelle. Et donc, dans chaque royaume, si je ne parle que des royaumes que nous avons connus, il y a le conseil des sages. Il y a une sorte de conseil représentatif des sages représentant les grands clans et les grandes communautés du royaume pour décider de la vie future du royaume. Et leurs décisions elles pèsent sur la décision du roi et de ses grands notables. La colonisation est arrivée au Tchad en 1900, venant de Lubangui-Chari. D'ailleurs, la première entrée, je parle sous le contrôle de l'historien, c'était d'abord au Moyen Chari, devenu plus tard Moyen Chari, à Sar, notamment c'était Kokaga, devenu Sar plus tard vers les années 70. Et puis, il y avait le royaume, et puis le colon s'est fait précéder par les gens de Dieu, de l'Église, des explorateurs religieux. Et puis, il est arrivé jusqu'à Fort-Lamy. Il a mis en place Fort Archambault d'abord, Fort Archambault à la place de Sar, c'est le nom des militaires chefs de camp qui construisent des camps. Et les forts, ça veut dire c'est des murs qui sont censés protéger le colon contre les animaux sauvages et les indigènes noirs. Et les indigènes noirs qui étaient nos grands-parents. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle un fort, c'est le camp. Et c'est comme ça que ça a été fondé, Fort Archambault, devenu Fort-Lamy vers les années 70. Fort Archambault devenu Sar vers les années 70. Et puis on est arrivé à Fort-Lamy en 1901. Ça a été créé en 1901, le fort de Lamy, après la guerre de Kousseri. C'était Fort Fourreau, avec le commandant Fourreau qui a croisé les armes avec l'explorateur et l'aventurier Rabat, un déserteur de l'armée égyptienne qui est venu en Afrique, voulant attaquer le royaume Massalet fort de Darfour. Et puis, maintenant, en 1946... Pour répondre à ma question. Oui, en 1946, c'était après l'entrée de la colonisation, le blanc voulait impacter sa vie politique et traditionnelle. N'oubliez pas qu'en 1946, le Tchad était une colonie rattachée à la France, c'est-à-dire la France et ses colonies font une communauté jusqu'à l'officialisation de cette communauté en 1958 avec le discours de De Gaulle. C'était la communauté franco-africaine. L'Assemblée nationale qui vote les lois, c'est le palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale française. Où siégeaient quelques représentants
C'est ce qu'on appelle les grands conseillers de représentants de l'Afrique coloniale, notamment comme Houphouët-Boigny, comme Purkolosu Akoyona Benoît, du grand Legon de l'époque, mais pourtant il est de la Tandjilé, il est de Bayaka, à quelques kilomètres de Kélo, un Marba, un notable, et puis d'autres personnes. Et puis plus tard, il a fallu impacter l'Afrique des indigènes à la modernité pour mettre les institutions pouvant s'approprier le nouvel État tchadien et puis après laisser en prévention de l'indépendance que les élites, les nouvelles élites puissent s'approprier la gestion de la destinée de leur pays. Et quand Tombolba est arrivé, effectivement, l'Assemblée représentative de 1946 avait pour compétence de voter le budget de la colonie. Elle est représentée par les notables, les indigènes évolués. Attention, c'est un titre, hein, indigènes évolués. C'est-à-dire des Noirs qui savaient dire bonjour aux Blancs ou qui savaient attacher la cravate ou porter une chemise. Il fait un effort pour ressembler aux Blancs. Et on appelle les indigènes évolués. Et puis les notables, c'est-à-dire les chefs traditionnels et les notables désignés par les chefs traditionnels et les grands mouftis. C'est ceux-là qui représentaient l'Assemblée de 1946. Et puis après, mais ça représente la configuration sociologique, anthropologique et ethnique du Tchad. C'est pour légitimer le pouvoir. Et le président, il n'y avait pas de président à l'époque, c'est un premier ministre. Un premier ministre, il est élu par l'Assemblée consultative représentative. Et puis il y avait des successions des hommes politiques, Kholamalla, Saoulba, Gabriel Lizette, jusqu'à François Tombolbaye, devenu plus tard Ngarta Tombolbaye, l'enseignant. Et c'est comme ça que les choses avaient évolué jusqu'à l'indépendance en 1960, mais avec la première assemblée de l'indépendance qui avait pris la même configuration. Mais l'objectif, celle-là, la première assemblée, il fallait prendre des élites représentant les différentes nouvelles sous-préfectures et préfectures du Tchad, les grandes ethnies, pour composer. Il s'agit, l'objectif premier, c'est de légitimer le nouvel pouvoir. Ah oui, en associant une sorte de représentant politique des ethnies qui composaient le Tchad. Faites attention, ce n'était pas seulement la démocratie. La démocratie initiée, c'était des partis politiques, cellules des partis de la métropole en France. Parti socialiste, parti communiste. On était encore une dépendance française. Et que les cellules étaient là, même à l'indépendance, il y avait le GIRT, le MCA, etc., les grands partis qui étaient des cellules. C'était la démocratie naissante. Mais dès 1962, Tombolbaye a arrêté le multipartisme naissant en supprimant le multipartisme, en modifiant la constitution de 1962 pour interdire le multipartisme. Et ça a été la cause des soulèvements des élites des cultures arabo-musulmanes mohammédanes qui, se sentant exclus, se sont révoltés pour créer plus tard le Frolina en 1966. Et donc, je parle sous le contrôle de l'historien, mais l'objectif politique et juridique, c'était d'adopter les premières lois de l'assise du jeune État, les assises juridiques du jeune État, mais c'est surtout l'objectif politique, c'est de légitimer le nouvel pouvoir, en associant toutes les préfectures. C'est comme ça qu'à l'époque, il y avait pratiquement toutes les élites de représentants. Il y avait, par exemple, Ala Otaer, représentant le Canem, un ancien greffier, commis greffier de la coloniale, devenu magistrat plus tard. Il y avait également Ali Kosso, toujours le grand Kanem de Nord Kanem dans le pays de Korda, Noku. Il y avait également Issa Alichimi du BET. Il y avait également Abdoulaye Djourouma du Moyen Chari. Il y avait également Gangsar Maurice du pays Ngambay, dans le Grand Logon. Ça, c'est déjà les grandes figures. Les grandes figures. Mais en attendant, avant qu'on ne vienne sur les grandes figures, vous avez toujours parlé sous le contrôle de l'historien. Yacoub, alors, certainement, vous avez au moins un mot à dire par rapport à cette première question relative à la vie politique de l'Assemblée nationale qui a commencé de 1946 sur la base de la démocratie parlementaire. Effectivement, la vie politique moderne commence au Tchad en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec la Constitution française du 7 octobre 1946. C'est celle-là qui, pour la première fois, donne aux Africains le droit de participer au vote, le droit d'être élus, le droit d'être dans un parti politique, de créer des syndicats, etc. etc. Donc, cette loi du 7 octobre 1946, jusque-là, les Africains étaient des sujets. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas associés à l'évolution politique ni de leur pays, ni de leur colonie, ni de la France en général.
Donc à partir de 7 octobre 1946, on a le droit de créer des partis politiques. C'est comme ça que des Africains se sont réunis, des élites africaines se sont réunies, par exemple à Bamako, pour créer le RDA. Cet RDA avec Rassemblement démocratique africain. Et chaque pays a créé une section de cette RDA. Et c'est comme ça qu'on a créé le PPT RDA à Moundou, sous l'impulsion de Gabriel Lisette, Tourangaba et François Tombalbaye. Donc c'était le premier parti politique créé au Tchad, donc qui dépend, en fait, PPT RDA, de Rassemblement démocratique africain. Parce qu'à l'époque, l'Afrique francophone était divisée en deux grandes colonies, l'Afrique équatoriale française avec capitale Brazzaville et l'Afrique occidentale française avec capitale Dakar. Donc les élites africaines avaient voulu déjà créer un État un peu fédéral ou de toute façon de type uni. C'est comme ça qu'on a créé un parti panafricain qui a des sections locales. Il y a un autre type de parti qui est la prolongation des partis politiques qui existent déjà en France. Parce que jusqu'à cette date, jusqu'en 1946, les Africains ne votaient pas. Et à partir de là, il y a de nouveaux électeurs, que sont les Africains, qui peuvent influencer l'évolution politique à Paris. Donc chaque parti qui est en France a voulu créer des sections locales pour pouvoir à ces nouveaux électeurs, pour les avoir de son côté. C'est ainsi que donc les premiers parlementaires ont été élus et ils étaient dans le Parlement de Paris, au Palais Bourbon. Donc c'était comme l'a si bien dit le professeur. Voilà, comme l'a dit si bien mon collègue. Et donc c'était donc à l'époque, on n'avait pas cette vision Tchad, on avait cette vision Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française. Notre capitale était Brazzaville jusqu'en 1958, où on a eu donc le référendum qui crée donc les nouvelles républiques. On a eu donc les républiques qui ont, par exemple celle du Tchad qui a été proclamée le 28 novembre 1958. Et donc on est détaché de Brazzaville pour dépendre directement du ministère des colonies en France. Entre-temps, il y a eu une évolution. Parce que en 1946, on avait ce qu'on appelle le système du double collège. Tout le monde ne votait pas. Il y a ce qu'on appelle les indigènes. On a estimé que c'est des gens qui ne comprennent pas. Le mode du scrutin, comment ça se passait? Et on a aussi les évolués, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue. Et c'est ceux-là qui votaient. Et il a fallu la loi de fer de juin 1956 pour qu'on institue le suffrage universel. Et à partir de là, tout le monde votait pour tout le monde. Et c'est comme ça que des figures tchadiennes ont émergé et ont été élus conseillers. À l'époque, on ne les appelle pas députés, mais des conseillers qui ont été élus. Et c'est eux qui, en 1958, ont proclamé la République du Tchad. Donc, on a eu 4 étapes à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Première étape, le droit de vote, le droit de participer à la vie politique pour les Africains a commencé. Deuxièmement, on est arrivé à l'étape suivante, le suffrage universel en 1956, puis le référendum de septembre 1958 et la proclamation des républiques en novembre 1958. À partir de là, donc, on a évolué vers ce qu'on appelle le gouvernement provisoire. Parce que jusque-là, il y avait une administration directe avec le chef des colonies, de la colonie, le gouverneur de la colonie qui, donc, administre directement. Et donc, là, on a créé des gouvernements provisoires élus par les parlements. C'est comme ça que le premier à être élu Premier ministre était Gabriel Lisette, quelques jours après la proclamation de la République, qui a eu lieu donc le 28 novembre 1958. Donc, il a été élu au début décembre 1958, Premier ministre. Il a formé un gouvernement donc provisoire qui malheureusement n'a pas duré longtemps. Il a été renversé par Saoulba. Vous savez que le Premier ministre est nommé par le Parlement.
constitué à l'époque de 65 membres. Et quand vous créez une majorité autour de vos idées, vous devenez chef du gouvernement pour cela. Après Saoulba est resté 2 mois. C'est le tour de Ahmed Koulamala d'être élu Premier ministre. Il n'est resté qu'une douzaine de jours et arrive François Tombourbaye en mars 1959. Il change les règles du jeu et on arrive à un gouvernement plus stable qui nous amène jusqu'à l'indépendance. Entre-temps, il y a eu une évolution institutionnelle, c'est-à-dire une évolution parlementaire. On est passé en 1946 de ce qui représentait le territoire du Tchad au Parlement. Non, nous aurons à parler de l'Assemblée territoriale. D'accord. Certainement. Oui, de 1946 à nos jours, l'on assiste à 14 présidents des assemblées, que je vous fais économie de les citer. Est-ce que c'est pour nous dire qu'en ce moment, nous avons eu affaire à 14 législatures? Professeur? Non. Ne liez pas la présidence parlementaire à la législature toute entière. Une législature, c'est qu'on met en place une assemblée pour une période bien précise et elle a, pendant cette période, le mandat de voter des lois régissant la nation et de contrôler l'action de l'exécutif et de représenter la nation. Voilà les 3 rôles. Et donc, ça ne correspond pas à la législature parce qu'il y a eu beaucoup de présidents des assemblées ou bien des organes représentant l'Assemblée que nous avons connus depuis 1946. Et comme l'a dit l'historien, mon collègue, il a parlé de 1946 avec l'Assemblée représentative. On a déjà situé. Mais après cela, à l'indépendance, nous avons connu donc les grandes figures politiques. Donc on a eu, même si vous ne voulez pas les citer, le président le plus connu, c'était Alaa Taher. C'était Alaa Taher de l'Assemblée nationale tchadienne de l'indépendance. Après, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres avec l'évolution jusqu'à la guerre, jusqu'au coup d'État de 1975. Parce qu'après Alaa Taher, nous avons connu Abonossour, du Grand Wadaï. Nous avons connu également pour quelques mois Adoum Tchéré, avant de repartir, quitter l'Assemblée pour devenir ministre de la Défense de Tombourbaye. Nous avons connu également, je vous parlais de Ngangtar Maurice, qui était de l'Assemblée nationale, nommé président du Conseil économique et social de Tombourbaye. Il venait du Grand Logone et il était le rival également de Tombourbaye politiquement, et il était avec son cousin Jacques Nadingar, le leader politique du Grand Logone à l'époque, et qui avait, comme l'a rappelé l'historien tout à l'heure, voté la motion de censure renversant Tombourbaye. Et c'est devenu une rancune politique. Il l'a arrêté et il l'a fait assassiner en prison. Et entre-temps, il a cassé le Grand Logone en 3 préfectures, la Tandjilé, le Logone occidental et le Logone oriental, et en 1969, pour faire du Logone oriental le pays des Mongos, des Kaba, des Gor, des Mboum et des Laka. Il a rattaché Bébédia, le village d'origine de Jacques Nadingar, pour le rattacher avec les Gor, les Mongos et les Kaba, pour créer une préfecture de Logone oriental, pour casser l'unité d'Ngambaye contre le pouvoir des Sars. Je n'ai pas dit des Saras, des Sars, des Sars. Donc je parle de Sara Majingaï. Et donc, c'est par rapport à tout ça, avec l'évolution, il y avait également Abonossour, il est Zahawa, Kapka, de Biltine. Enfin, c'est le grand Rodaï. Biltine, c'est arrivé plus tard. C'était la sous-préfecture de Biltine, arrivée plus tard pour être créée préfecture. Il y avait des grands leaders politiques, comme Ouchar Tourgoudi. Il y avait également Mamad Abdelkarim, président de l'Assemblée, ministre de la Défense, etc. De Tombourbaye, ministre de l'Intérieur. Mamad Abdelkarim, il est de Darsila, prince du sultanat du Darsila, chez les Bakhit. Et également sa maman du Wadaï dans le canton Marfa de Tahir Abdel Jalil. Il y avait également d'autres leaders politiques comme Arabi Algoni du Bata. Il y avait également Hassan Maria du pays Fitri, dans le pays Blala. Il y a également, je citais Ngangtar Maurice, mais ça c'est le pays Ngambaye. Mais il y a également Ali Kosso du Nord Kalem qui a été même le premier. C'est le ministre de la Justice, il était devenu ministre de la Justice, leader politique, et le code pénal du Tchad de 1967 a été signé justement par Ali Kosso. Ah oui, le père d'Adoum Kosso plus tard. Et puis, il y avait Issa Alechimi du BT, il y avait tant d'autres, on ne peut pas les citer, c'est grand. Alors, maintenant, si vous me parlez des présidents des assemblées et vous les assimilez à la législature, je vous dis que ce n'est pas correspondant. Et donc, il y a eu des grands présidents d'assemblée, comme je vous dis, Abonossour, Adoum Tchéré, il y a également Ngangtar Maurice, il y a également surtout
l'autre, à la Haute-Air, Saoul Bogoncheme, Ahmed Kolomanda, bien sûr, pour 2 semaines. Il y avait, Premier ministre pour 2 semaines, 12 jours, pardon, exactement. Il y avait également d'autres, Gabriel Bizet, il y a beaucoup de... Et puis également, Ngarbaroum, je n'ai pas dit Djidingar, j'ai dit Ngarbaroum, oui, attention. Soukat. Oui, et puis il y avait Soukat du Moyen Chéri, notamment de l'Aï, de l'autre, de Moïsala. Il y a également Soukat, il y a Abdoulaye Djounouma. Plus tard, il y avait Lamana Abdoulaye, un des premiers administrateurs de l'école d'outre-mer, qui a été la première promotion de l'ENA créée par Bernard Lan avec son cousin Ramadan Barma, et puis tant d'autres, et puis le cousin de Tomolbaï, Georges Digimbay. Il y avait tant d'autres, on ne pourra pas les citer. Et puis ces législatures avaient changé avec le système politique. N'oubliez pas que dès 1966, il y a eu une instabilité politique avec la création du Frolina comme structure des élites mohammetanes du Nord, se sentant exclus de la gestion de la société politique par les sudistes qu'ils considéraient hérités des Blancs. Parce qu'il était chrétien, il avait accepté l'église des Blancs. Et donc, l'évolution politique a commencé ces perturbations, déjà avec un mécanisme des élites du Nord se sont révoltés et ayant pris les armes. Ça coïncidait avec l'arrivée en 1969 d'un certain Mohamed Gaddafi, un jeune parmi les jeunes arabes du parti Baas, créé par Hafiz al-Assad, et que c'était la lutte de l'identité arabe contre Israël, la création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis, pour permettre aux Juifs qui étaient les détenteurs de la science technologique et de la bombe nucléaire, et en Allemagne, et en France, et en Grande-Bretagne, et aux États-Unis, et il fallait leur donner, après la Deuxième Guerre mondiale, la terre promise. La terre promise, c'est pour ça que la Palestine, il y a eu la guerre entre les Arabes et leurs cousins. Je dis bien cousins, parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham. Abraham, qui a édifié la Kaaba. Et donc, voilà, donc on pourra évoluer, on pourra mettre des heures pour vous rappeler l'histoire sociopolitique du Tchad. Et puis ça a évolué jusqu'à la guerre de 79, qualifiée de guerre nord-sud chrétien-musulman. Faux, cette Oui, avant d'arriver à cette guerre qualifiée de sud-musulman, professeur l'historien Yacoub, les premières assemblées nationales de 1947 à 1959 ont été conçues du conseil représentatif, la première et la deuxième assemblée territoriale. L'historien Yacoub, dites-nous comment ont fonctionné ces assemblées, notamment le conseil représentatif, la première assemblée et la deuxième assemblée territoriale. Le conseil représentatif n'était pas un conseil à proprement parler, local à proprement parler, puisque ces conseillers siégeaient à Paris, comme les autres députés, évidemment originaires de la France métropolitaine, mais de toutes les autres colonies. Certaines, les plus célèbres, comme Houphouët-Boigny, ont été ministres en France, à Paris, et c'est plus tard, quand on avait parlé des indépendances, qu'il a quitté pour revenir avec le RDA dans son propre territoire. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de Tchad ou du Sénégal ou d'autres. On parlait de la France et l'ensemble de ces colonies qui sont représentées. C'est-à-dire, même les projets de loi, tout s'est discuté à partir de Paris. À partir de Paris. Et c'est par la suite, quand on a commencé, on a eu l'idée de la décolonisation, que progressivement, on a créé des assemblées locales pour pouvoir s'occuper des problèmes purement locaux et non pas des problèmes de la France en général. Ça, c'est l'Assemblée représentative. Voilà. Et à partir de 1956, quand on a fait le suffrage universel, donc on a fait cette séparation-là qui était bien nette. On a élu des conseillers locaux qui ont arrivé jusqu'en 1958. C'est avec eux que la République du Tchad a été proclamée. La proclamation de la République du Tchad a été faite au niveau du Parlement, c'est-à-dire des conseillers. Jusqu'à présent, nous sommes encore à Paris. Non. Maintenant, on est à la colonie. On est à la colonie. Non, parce que quand on parle de l'Assemblée représentative, tout s'est discuté à partir de Paris. Paris. Il y a l'Assemblée nationale à Paris qui régissait la France et ses colonies, qu'on appelle la communauté franco-africaine. Très bien. Ah oui.
Et puis, chaque colonie, il y a une assemblée naissante que le professeur vous a dit, le conseil représentatif. C'est pour représenter les diversités de tout le Tchad. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte des assemblées naissantes dans chaque colonie, le territoire de la colonie, il y a ce qu'on appelle l'ancêtre de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un embryon, c'est la sémence. C'est la sémence à partir du droit de vote reconnu aux indigènes africains. C'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens de leur propre république. C'est-à-dire c'est cette loi votée, la Constitution française dans sa version de 56, qui reconnaissait que les Noirs indigènes, qui étaient les esclaves, avaient aussi le droit d'être humains et de voter, et d'être électeurs et éligibles. Faites attention. D'accord. Oui. Professeur Yacoub, oui. Il faut voir, c'est-à-dire que la décolonisation n'a pas été décidée d'un seul coup. Non. Il y a eu plusieurs étapes. C'est un processus. Un processus qui le principe a été acquis à partir de la conférence de Brazzaville de 1944, février 1944, quand les Africains avaient contribué à la libération de la France du joug du nazisme. Oui. À partir de là, le lendemain, on n'a pas pu donner l'indépendance. On est allé par étapes, progressivement. Et donc, Constitution de 1946, loi de 1956, puis fondation des républiques, et puis indépendance. Donc il y a 4 grandes étapes, et le Parlement a suivi cette évolution-là. Ça, c'est dans... Les différents parlements, c'est-à-dire les différents représentants des populations ont suivi cette évolution. À partir de 1946, il n'y avait pas de parlements locaux. C'est à partir de 1956, de la loi de Defferre, qu'on a parlé d'autonomie et donc de création des parlements locaux qui vont progressivement se détacher. Ça, c'est les assemblées territoriales. Qui vont se détacher de la grande assemblée nationale qui est en France. Et donc, cette évolution ne concerne pas que le Tchad. Parallèlement, c'est toutes les colonies françaises d'Afrique qui ont donc suivi cette évolution. Et cette évolution a vu, en 1958, la création des gouvernements provisoires avec un premier ministre à côté d'un gouverneur de la province, de la colonie, qui est donc le dernier s'appelle M. Troadec. Et c'est en son temps que les différentes institutions, les différents symboles de la République ont été l'hymne national, le drapeau, etc., pour que le jour J de l'indépendance, on ait notre drapeau, Donc, en fait, le colon a accompagné l'Afrique pendant 15 ans pour les conduire de la colonisation directe à l'indépendance, en passant par ces étapes-là. Et les parlements ont suivi cette évolution. Oui, les parlements ont certes suivi cette évolution et c'est ainsi que le Tchad serait aussi indépendant en 1960, n'est-ce pas, avec le tout premier président, Ngarta Toumane. Oui. Et parlant donc de l'Assemblée nationale sous le régime de Ngarta Toumane, c'est-à-dire de 1961 à 1975, c'était de l'Assemblée liée à l'épuration et à la subordination. Parlant de l'épuration, l'on assistait ici à l'expulsion du territoire de certaines élites, l'arrestation et l'emprisonnement, la déportation dans le désert de certaines élites. Nous faisons ici allusion à la mort mystique de Jacques Nadingar, Alaou Tayer, qui a fini par fuir pour s'exiler en Belgique. Et nous avons André Mokna, qui a été aussi arrêté à Moundou et puis déporté à Aouzou, dans le Tibesti. Alors, c'est pour nous dire exactement que l'Assemblée nationale, sous le régime de Ngarta Toumane, c'est-à-dire Ngarta Toumane a tenu l'Assemblée nationale d'une main de fer ou bien comment? Tout à fait. Je vous disais tantôt que c'était les assemblées naissantes, comme l'a rappelé l'historien, pour dire quoi? C'est-à-dire les assemblées des indépendances. C'est les toutes premières assemblées nationales. On a enlevé le terme conseil représentatif. Vous comprenez, de 46. Oui. On est devenu Assemblée nationale. Le mot national est apparu après l'indépendance. Et Tombolbaye, ancien Premier ministre, devenu président de la République indépendante du Tchad en 60, avait le souci d'abord de renforcer son pouvoir. Et à l'époque, le multipartisme avait été considéré comme source de division de la fragilité des jeunes États
Et que si on permettait le multipartisme, les jeunes États fragiles encore allaient s'éclater en des multitudes d'États à l'image des ethnies et des clans que comporte l'ancienne colonie. C'est comme ça qu'on avait instauré les partis uniques. Le RDA, qui était la section du Tchad, PPT-RDA, Parti progressiste tchadien, ça c'est l'invention de Tombolbaye, est devenu le seul parti et on a supprimé les autres. Le PPT-RDA. Le RDA, qui était le Rassemblement démocratique créé à part les Africains dans leur ensemble au Mali, à Bamako, et donc, où le fondateur était au fait Bani de la Côte d'Ivoire, mais il y avait d'autres. De la Haute-Volta devenu Burkina Faso plus tard, le Grand Soudan, notamment le Mali, il y avait les Modibo Keïta et autres qui étaient les toutes premières élites. Maintenant au Tchad, Tombolbaye avait le souci de consolider son pouvoir, mais de le légitimer avec une assemblée, même si on dit qu'elle est assemblée, mais c'est un conseil représentatif dans sa conception des ethnies et des grands groupes ethniques pour pouvoir l'accompagner dans son œuvre de construction de la jeune République et du jeune État dans l'unité. Il ne permettait pas des voix discordantes, d'où la déportation vers le désert, la disparition tragique de toutes les élites qui ont eu seulement la liberté de contredire le grand camarade, et qui avait contredit. Dans toutes les régions, il y a eu des disparitions politiques, des disparitions inconnues, ou plus tard, on les jetait dans le désert, dans un territoire inconnu, et ils disparaissaient. D'où les gens comme Jacques Nadingar, ou autres, ou Alaouatar qui étaient obligés de s'exiler. Et puis, il y avait plusieurs élites qui avaient connu le haut et le bas avec Tombolbaye. Tout en étant ses anciens camarades, mais dès l'instant où ils commençaient à avoir un discours qui semblait contredire celui du premier leader Tombolbaye, ils avaient été écartés s'ils n'avaient pas été assassinés. Oui. Absolument. Oui. Il n'aimait pas la contradiction et il assimilait cela. Et c'est comme ça qu'il disait l'africanisation, la naturalisation. Il parlait d'un langage de naturalisation, et etc. Le Yondo. Le Yondo, c'est arrivé vers les années 70, après le congrès de Deaba. Oui. Donc, où on avait commencé à la purification. On disait, celui-là est encore assimilé aux anciens colons qui sont partis. Ah oui, il fallait l'écarter. C'est pour éviter toute forme de contradiction politique. Et puis on avait commencé à parler de Yondo. Même les gens d'origine sudiste nés au nord, on les obligeait à aller s'adonner à la pratique du Yondo pour être initiés et être une sorte d'authentifié tchadien. Oui. C'est une authentification de la révolution culturelle. Et c'est comme ça que le PPT-RDA est devenu plus tard MNR16. MNR16. D'accord. Oui, docteur Yacoub, en tant qu'historien, que dites-vous de l'épuration et de la subordination des élites et des parlementaires sous le régime de Ngata Tombolbaye? François Tombolbaye, avant même l'interdiction des partis politiques, a commencé l'épuration à l'intérieur même du PPT. Oui. Ses rivaux potentiels étaient Tourangaba et Gabriel Lisette, qui était d'ailleurs... Gabriel Lisette était le chef, en deuxième position Tourangaba et lui en troisième position. Tout ce qui lui posait un obstacle qui l'empêche de s'imposer sur le plan politique, il a d'abord commencé au sein du PPT. Tourangaba a été écarté. Ahmed Kotoko qui sera écarté par Taher. Ahmed Kotoko, on dit que non, il dit qu'il est camerounais. Il a écarté, il est camerounais. Ahmed Kotoko, il était un leader politique très populaire. D'accord. Comment il s'appelle, Gabriel Lisette, juste après l'indépendance, était le ministre en charge des affaires étrangères et de la coopération. On l'a envoyé en Israël pour une mission et ensuite on envoie un télégramme pour dire qu'il ne doit plus revenir, il n'est pas tchadien, etc., etc., etc. Donc Tombolbaye a commencé au sein de son propre parti, le PPT, de s'imposer comme le seul patron. Parce que le patron du parti, c'était Gabriel Lisette et Tourangaba. Donc il a commencé par. Deuxièmement, le 19 janvier 1962... Oui, 19 janvier 1962, Ngata Tombolbaye va commencer à supprimer le multipartisme. Voilà, il supprime le multipartisme. C'est-à-dire que toute voix discordante à l'intérieur du PPT comme à l'extérieur. Il dit que le PPT est le creuset de la nation et tous les autres partis sont source de division. Donc une fois qu'on a contrôlé le PPT, il veut contrôler l'ensemble des autres. Donc il a supprimé du jour au lendemain tous les partis politiques, alors que le Tchad est arrivé à l'indépendance avec le multipartisme.
Donc le parti unique a été imposé. Immédiatement, on a changé la loi pour créer un nouveau parlement qui est lui-même, il a pratiquement désigné. Tout à fait. Ce n'est pas plus les élections. Donc il a désigné des gens qui sont devenus le parlement, c'est-à-dire qu'il a cherché des gens qui lui sont fidèles. Et ça, ensuite, il a fait des remaniements ministériels extrêmement drastiques où il a vraiment fait beaucoup d'erreurs. Alors que le Tchad est divers, il a vraiment mis pratiquement que les siens dans les postes de responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent non, il y a des gens qui ont mis que les leurs dans... Je dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'était devenu une tradition au Tchad depuis le temps du début de l'indépendance où on a imposé le parti unique. Et là, ça crée des oppositions. D'où l'année suivante, c'est-à-dire en septembre le 16 septembre 1963, il y a eu une gigantesque manifestation à Fort-Lamy, la manifestation du 16 septembre, qui est vraiment la fin du multipartisme et de la vie politique pluraliste au Tchad. Et il ne restait plus pour certains que donc soit l'exil, soit à profiter en fait des révoltes qui sont nées dans les campagnes par rapport à la multiplication des redevances, c'est-à-dire les impôts, l'emprunt national, pour amener les gens à se révolter et à créer ce qu'on appelle par la suite le Frolina. Et le début de tout le problème tchadien avec les insurrections armées, etc. Et donc, c'est du temps de Tobalbaye que la vie politique urbaine s'est mutée en vie politique liée aux armes et aux révoltes aux militaires. Et c'est ce qu'on a traîné jusqu'à une période, jusqu'à maintenant. C'est cette période-là qui va nous amener jusqu'au niveau des chambres consultatives provisoires qui est passé de 1975 à 1993. Oui, la suite logique, évidemment, avec la vie parlementaire, avec le parti unique et les difficultés que nous avons connues, le président Tobalbaye va être amené en 1971 à faire rectifier un peu le tir en prenant ce qu'il appelle la politique de réconciliation nationale. Parce qu'on va commencer par libérer les prisonniers qui ont été arrêtés suite à la création du parti unique. Les Koulamala et autres vont être libérés en 1971. Les Abonassour et tout ça qui ont été arrêtés en 62-63 vont être libérés et prôner une nouvelle politique. Ça, on est déjà à l'époque de Sénabré. Pas du tout. À l'époque de Tobalbaye, en 1971. En 1971, on va donc une nouvelle politique dite de réconciliation nationale qui sera suivie d'une politique dite d'authenticité. C'est-à-dire la transformation du PPT en MNSS, Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale. Donc pour le président Tobalbaye, le PPT a échoué dans la construction de l'unité nationale. Il fallait donc créer un autre mouvement à travers la culture. Donc on a créé, donc, pour le président Tobalbaye à l'époque, si les Tchadiens s'opposaient à lui, pour certains, c'est parce qu'ils n'ont pas été initiés, pour les gens du sud du pays, initiés à suivre le chef. Et c'est comme ça qu'il a changé lui-même son nom, Ngarta, en termes de le chef est là. C'est lui qu'il faut. Et donc on a en fait changé un peu l'orientation du Yondo, qui était une tradition initiatique destinée aux jeunes pour les initier à la vie d'adulte. Eh ben, lui, il a contourné cela pour faire en sorte que même les adultes doivent jurer fidélité à lui. L'initiation était politisée. Il est politisé et qu'il jure, au lieu de jurer fidélité aux ancêtres, on jure fidélité à François Tobalbaye, qui entre-temps est devenu Ngarta Tobalbaye. Et donc cette politique a été suivie aussi d'une évolution dans laquelle en Afrique les coups d'État se sont multipliés. Nous sommes toujours dans les chambres provisoires, n'est-ce pas? Bien sûr, l'Assemblée nationale a toujours a existé. Elle a été
depuis 1963, une assemblée caporalisée, en fait. Très bien. Il n'y a pas eu vraiment de véritables On parle de l'Assemblée élections. Kaki. Voilà, caporalisée. Et donc fidèle au président Tombal Bay à l'époque. Après Tombal Bay, après le coup d'État, les chambres constitutionnelles, les militaires n'avaient pas eu le temps. C'était 4 ans. Et après les accords de Khartoum de 1978, avec le CCFAN, le Conseil de commandement des forces armées du Nord, dirigé par Hissène Habré, qui à la signature des accords de Khartoum qui devait aboutir à la charte fondamentale, il y avait Maman Nouri qui avait représenté Hissène Habré à Khartoum, et le CSM avait été représenté par Mamari Njimenga Kinar, qui était le commandant de la gendarmerie, mais en même temps vice-président du CSM, qui avait renversé le président Tombal Bay. Et puis, après cela, on est arrivé en 80, après la guerre de 1979, et puis Goukouni a été élu après les conférences de Lagos et de Kano 1, Kano 2, gouvernement d'Union nationale de transition, avec les différentes tendances politico-militaires qui étaient là à l'époque. Et Goukouni est devenu président du gouvernement de transition, Kamoug est ministre des Affaires étrangères, Hissène Habré devait être le ministre de la Défense, et Mohamed Abba Saïd de la première armée devait être ministre de l'Intérieur, etc. On avait partagé les différents postes de responsabilité avec les différents belligérants de l'époque. Et un séminaire de cadres a eu lieu à Dougia, dirigé par Youssouf Saleh Abbas, à l'époque revenant des études de la Russie. Il était de l'Union soviétique, il était le directeur de cabinet du président Goukouni Wadei. Et puis, il avait dirigé ce congrès de cadres mais les militaires, avant cela, après le coup d'État, avaient organisé ce qu'on appelait en 1974, en 1976, de 1977, la conférence de N'Djamena sur la politique intérieure et extérieure du Tchad. Et c'est comme ça qu'il avait retenu la réhabilitation de l'État affaibli par les guerres avant de procéder à la décentralisation. Mais il n'avait pas fini que la guerre de 1979 a éclaté. Le séminaire de cadres avait été organisé à Dougia, à quelques kilomètres à l'ouest de N'Djamena, par les cadres politiques et les élites et quelques chefferies traditionnelles. Ils avaient retenu la décentralisation, mais avant cela, il fallait confirmer la construction de l'État central, d'abord unitaire. Mais entre-temps, ils avaient copié les résolutions du congrès de Deheba de 1971, qui est évoqué tout à l'heure par l'historien, qui avait consacré la fédération à l'époque. Parce que Antoine Bangui, à l'époque ministre d'État à la présidence chargée de la coordination, avait parlé des exécutifs locaux et des législatifs locaux. Il parlait de la fédération sans se rendre compte. Quand on parle des législatifs locaux, c'est les parlements locaux. Ça veut dire que c'est de la fédération qu'il parlait. Mais après tout ça, il y a eu le coup d'État, et le coup d'État, l'année 81. Et après cela, il y a eu Hissène Habré qui est venu renverser le gouvernement de Gound le 7 juin 82. Il a mis en place un parlement provisoire qu'on appelle le CNC, Conseil national consultatif, dirigé par Nanasbaï Abdoul du Moyen-Chari. Et puis, le CNC avait été renversé. Entre-temps, on est arrivé en 90 avec Idriss Déby, qui est arrivé en 90, le 1er décembre 90. Il a mis en place le CPR, Conseil provisoire de la République, dirigé par le défunt Maldoumba Abbas, son vice-président du CSM, du MPS. Et puis, on est arrivé avec l'évolution l'éclosion de la liberté et de la démocratie. Je ne vous apporte ni or ni argent. Avec la conférence nationale souveraine de janvier 1993, la conférence qui a été composée plus de 1200 délégués représentant les chefferies traditionnelles, les notables, la société civile très dynamique à l'époque, les associations, les syndicats. Il y avait les partis politiques naissants. Il y avait une cinquantaine à l'époque de partis politiques. Ça, on est au CST. On a créé le CST, élu par la conférence nationale souveraine. Et c'était le 7 avril 1993. Le 7 avril 1993, et j'ai eu l'honneur, au nom de l'UST, à l'époque président du syndicat des greffiers, diplômé de la première promotion de l'ENA, de faire partie au nom de l'UST, chargé de revendications affaires juridiques du bureau exécutif de l'UST, pour être membre du Parlement de transition CST et être élu président de la Commission droits de l'homme, liberté et communication jusqu'en avril 1997. Nous avons suivi l'évolution des assemblées nationales de 1946 jusqu'en 1993. Oui. Alors, docteur Yacoub, dites-nous, qu'en est-il donc des assemblées nationales de la nouvelle ère démocratique, c'est-à-dire de 1993 à nos jours avec... 96. Non, je dis bien de 1993. Nous sommes en 1993 encore. De 1993 à nos jours. Avant d'arriver à jusqu'au Conseil national de transition. Avant d'arriver à 1993, il faut signaler que le 13 avril 1975, quand il y a eu le coup d'État, évidemment, le Parlement a été dissous. On était donc, on n'a pas de Parlement du temps du CSM. Non, non. Et
Puis on est arrivé à la période de gouvernement d'union nationale entre le CCFAN et le CSM, qui non plus n'a pas fonctionné longtemps, puisque le gouvernement a été formé le 1er août 1978, et tout de suite des dissensions sont nées, et pratiquement chacun préparait la guerre du 12 février 1979. Donc là aussi, le Parlement provisoire n'a pas eu le temps d'exercer sa fonction législative qu'on est arrivé au 12 février 1979. 12 février 1979, évidemment, la guerre civile, là aussi, n'a pas permis d'avoir des députés élus. Ce sont toujours des gens qui sont cooptés pour représenter différentes régions en attendant. Là aussi, donc, la guerre civile a encore repris en 1980. La même chose a continué jusqu'au 7 juin 1982, date à partir de laquelle donc le Hissène Habré a pris l'ensemble du pouvoir et a contrôlé l'ensemble du territoire. C'est là qu'il a créé une assemblée qui a été réélue d'une façon un peu spéciale, si vous voulez, parce que elle est, quand il y a eu le vote de 1989, c'est-à-dire l'élection de 1982 emporte élection du président de la République. En fait, c'est des parlements qui n'ont pas été élus, sauf celui de 1989, qui n'a pas duré longtemps. Et le 1er décembre est arrivé. On a continué dans cette vie, dans cette lancée un peu provisoire, avec toujours des parlements provisoires qui sont désignés, jusqu'à la conférence nationale, jusqu'à la constitution de 1996, qui a mis en place donc les règles du jeu. Et c'est en 1960, donc à cette époque-là, que les premières élections législatives ont été organisées en 96, 97, et leur mandat a été prorogé par la suite, etc., jusqu'à ce qu'on en arrive aux dernières élections de 2012. Il y a eu plusieurs autres élections législatives, si vous voulez, pendant cette période-là. Mais à la différence du Parlement du temps de Hissène Habré, ben là, il y avait le retour du multipartisme. Ça, c'est un élément important. Depuis 1962, il n'y avait que les partis uniques où, disons, il n'y avait pas de partis. En fait, c'est des tendances politico-militaires qui ont désigné leurs représentants dans tel ou tel parti. Et donc, on a renoué avec les élections parlementaires en 1996-97. Et depuis lors, ça a fonctionné jusqu'au Conseil national de transition. Quelle est donc la contribution de toute cette évolution parlementaire dans l'enracinement de la démocratie? La démocratie suppose évidemment ce qu'on appelle les différents pouvoirs. Oui. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et les autres pouvoirs judiciaires et la presse. À un moment donné, les assemblées ont joué leur rôle de source de proposition de loi ou de voter des lois, etc. Elles ont joué un rôle de contre-pouvoir. Mais la plupart du temps, les pouvoirs exécutifs ont eu le dessus sur les assemblées qui sont devenues des chambres d'enregistrement, comme on dit, et qui n'ont pas eu vraiment le temps d'avoir un pouvoir qui permet de faire le contrepoids et de parler réellement d'un pouvoir démocratique. Ce n'est que relativement récemment, du temps du défunt Idriss Déby, qu'on a eu donc ce pouvoir multipartite avec donc des assemblées composées de différents partis politiques qui ont eu plus ou moins la possibilité de pouvoir jouer leur rôle de pouvoir législatif à côté du pouvoir exécutif. Oui. Votre dernier mot, professeur Ahmad Morassan? Mon dernier mot, c'est pour compléter ce qu'a dit l'historien. Oui, surtout l'apport. Surtout l'apport des parlements.
le pouvoir législatif, je préfère parler du pouvoir législatif, ça c'est son sens premier, comme je vous dis, la mission d'une assemblée dans un mécanisme démocratique, parce que l'environnement a son importance. Dans un mécanisme démocratique, non seulement la séparation du pouvoir, mais il y a la responsabilisation du peuple dans la gestion de sa destinée. Voter les lois légalisant la gestion de l'État par l'exécutif. Représenter la nation. Attention, c'est important. C'est-à-dire que toute l'Assemblée, le peuple tchadien est représenté par un organe qu'il a lui-même élu. Mais surtout contrôler l'action de l'exécutif. Ah oui, les députés ont le pouvoir de proposer des lois, des propositions de loi, oui, mais ils ont le pouvoir de faire partie de la commission d'enquête pour contrôler l'exécutif, de voter la motion de censure renversant le gouvernement. Donc, le Tchad n'a pas connu cette vie démocratique pour que le réel, à chaque fois, c'était interrompu. Soit des chambres d'enregistrement, des conseils consultatifs, des organes consultatifs qui n'avaient pas le pouvoir de légiférer, soit s'ils avaient le pouvoir de légiférer, c'est pour accompagner le prince du moment, pour accompagner le prince du moment. Il faut comprendre qu'il y avait de hauts et de bas dans notre système de l'évolution parlementaire dans notre pays, mais ça dépend du pouvoir du moment, de la conception. C'est une question de leadership. Quel type de liberté et de démocratie qu'on accorde au peuple tchadien? L'accaparement du pouvoir et la conservation du pouvoir. Donc, tout ça, ça pose un problème de la tradition de la violence dans notre pays depuis les indépendances. C'est la violence qui domine la gestion politique et l'accaparement du pouvoir et la gestion politique. C'est ça, la question du leadership est extrêmement importante pour la question de la démocratie et de la liberté. Et c'est cela qui a fondé, et la toute première réflexion des élites politiques tchadiennes, c'est de conserver le pouvoir par tous les moyens. Et c'est ça qui pose un problème. Et les autres se sentant exclus ou dans l'injustice, dans un contexte de pauvreté et de misère, alors en ce moment, ça crée des rancunes, des rancœurs et surtout des rancunes qui s'éclatent généralement par la violence dans notre pays. Et c'est cela qui est dommage pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau deux invités. Il s'agit de l'historien Dr Mohamed Saleh Yacoub. Il est vice-président de l'université Adam Barka d'Abéché et de professeur Ahmad Mohamed Hassan, professeur de droit et sciences politiques, ancien ministre de la Justice. Il était question au cours de cette émission de l'évolution parlementaire de 1947 à nos jours. Au revoir et à la semaine prochaine.